Salut! Bienvenue dans la vidéo 2.8 sur les condensateurs. Alors, les condensateurs, ça marque le début des circuits électriques. Chapitre 3 qui arrive bientôt, c'est les circuits électriques. Dans le fond, un circuit électrique, il peut avoir plusieurs composantes. Nous, on va étudier les condensateurs maintenant. Puis plus tard, on va étudier les résisteurs. Et finalement, on va étudier les inducteurs plus tard dans le chapitre 5. Qu'est-ce que c'est un condensateur? C'est un dispositif conçu pour emmagasiner une charge ou encore, on va voir un peu plus tard, de l'énergie potentielle électrique. C'est formé de deux plaques conductrices, donc ça peut être deux plaques en métal qu'on va appeler des armatures. Et chaque plaque va avoir une charge égale, Q, mais de signe opposé, donc Q et moins Q. Et les deux plaques sont séparées par un isolant. L'isolant, ça peut être de l'air, ça peut être du papier, ça peut être autre chose aussi, un matériau qu'on appelle un diélectrique. Si on a deux plaques chargées, on peut voir qu'entre des plaques, il va y avoir un champ électrique, alors qu'à l'extérieur, le champ il va être nul. Puis, ce qui est spécial avec les condensateurs, c'est qu'ils ont la capacité de se décharger très très rapidement. Par exemple, c'est utile dans les caméras photo. Dans les caméras photo, ça va être utilisé pour les flashs. Le condensateur va accumuler de l'énergie et là, comme il est capable de se débarrasser de son énergie très rapidement, ce dégagement d'énergie, ça peut être sous forme lumineuse et ça crée un gros flash. Un condensateur, ça peut aussi se charger très rapidement. Par exemple, ça va être utilisé dans les voitures parce que, disons que quand on est en train de rouler, puis là, on veut freiner rapidement, toute cette énergie cinétique, il faut qu'elle aille quelque part, l'énergie du mouvement. Donc, elle peut être emmagasinée dans le condensateur. Cette énergie-là pourrait être utilisée après qu'on va redémarrer le moteur. Pas pire, les condensateurs. Alors, on va étudier ça. Les condensateurs ont une capacité. La capacité, c'est une mesure de la quantité de charge qu'un condensateur est capable d'emmagasiner. Mais par définition, on définit C, la capacité, comme égale à Q sur delta V. Où est-ce que Q, ça serait la charge de une des armatures, et delta V, ça serait la différence de potentiel entre les armatures. Delta V, c'est égal à plus ou moins E, le champ entre les plaques, fois S, le déplacement entre les deux plaques. Donc en gros, le déplacement, ça serait la distance entre les deux plaques. Et en général, quand on va traiter le delta V entre les plaques, on va juste prendre la valeur positive parce que l'important, c'est que on veut avoir une grandeur de delta V puis savoir c'est quoi la capacité reliée à ça. Les unités, c'est des coulombs par volt et on définit ça comme le farad. C'est une nouvelle unité, la lettre F qui la définit. On a une définition pour la capacité. C'est égal à la charge Q de son armature divisé par delta V, mais en vrai, chaque condensateur a sa propre capacité et sa capacité est seulement caractérisée par sa géométrie. On a des plaques, alors il y a l'air des plaques qui rentrent là-dedans, puis il y a aussi la distance entre les deux plaques, D. Alors c'est quoi la formule qui définit la capacité en fonction de sa géométrie? Je vais vous le montrer juste maintenant. Si je repars de ma définition de la capacité, C est égal à Q sur delta V, je peux pousser un peu plus loin le développement de delta V, et c'est égal à E fois D, E le champ entre les plaques. Quand on a deux plaques, on a le champ généré par une plaque. Disons la plaque négative génère un champ orienté vers elle, donc vers le haut dans mon dessin. Et la plaque du bas, la plaque positive, elle génère un champ électrique qui s'éloigne d'elle, donc vers le haut elle aussi. Le champ E, on peut donc additionner le champ de la plaque négative plus le champ de la plaque positive. Le champ d'une plaque en général c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Quand je les additionne, les deux s'annulent et je retrouve seulement comme formule finale sigma sur epsilon 0. Mais sigma, la densité de charge linéaire, c'est égal à la charge divisée par l'air, donc Q sur A. En ce moment, je cherche juste une grandeur de delta V, donc je peux juste tout prendre des valeurs positives pour le champ E, le rentrer dans mon delta V et finalement, maintenant que j'ai ma nouvelle expression pour E, pour le champ électrique entre les plaques, je peux le rentrer dans ma formule de capacité. Les Q s'annulent et epsilon 0 fois A remonte au numérateur. J'ai donc ma formule pour ma capacité en fonction de sa géométrie. Et epsilon 0, c'est la constante électrique qu'on a déjà vue avant. On peut voir que C est proportionnel à l'air. Alors, plus la plaque elle est grande, plus elle a une grande surface, plus elle est capable d'accumuler plein d'électrons sur elle. Et plus les plaques sont proches aussi, comme c'est inversement proportionnel, plus la capacité va être grande. Je dois ajouter un petit bémol à cette équation. Le champ électrique entre des plaques ou généré par des plaques qu'on a vu à date, c'était un champ électrique généré dans le vide. Et c'est pour ça qu'il y avait la constante epsilon 0 qui est la constante électrique dans le vide. Alors ici, la capacité que je viens de calculer, c'est une capacité dans le vide, donc quand entre les plaques, il y a de l'air ou du vide. Plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment cette capacité peut être changée quand on rajoute un isolant entre les plaques. Mais avant, petit exemple
de comment est-ce qu'on applique cette formule. Dans cet exemple, on va vouloir trouver c'est quoi la capacité d'un condensateur dont les armatures sont séparées d'une distance de 1 mm et qui ont des dimensions de 20 cm par 3 cm. Alors j'applique la formule C est égal à ε0 fois l'air sur D. Je rentre les valeurs et je trouve sa capacité. Maintenant qu'on a la capacité, on veut que vous calculiez c'est quoi la charge de chaque armature lorsqu'on va brancher le condensateur à une pile de 12 volts. En gros, quand on relie un condensateur dans un circuit à une pile de 12 volts, alors avec la différence de potentiel et selon sa capacité, il va acquérir une certaine charge. C est égal à Q sur delta V. Si j'isole Q, je peux trouver finalement sa charge. Oui, c'est la fin de l'exercice. Maintenant qu'on a trouvé c'était quoi la charge, on pourrait se demander, ok, pourquoi est-ce que quand on branche un condensateur à une pile, pourquoi est-ce qu'il acquérit une charge? Alors je vais vous l'expliquer. Un condensateur à la base, c'est deux plaques de métal, deux conducteurs. Le conducteur, le métal est composé d'atomes qui lui est fait de protons et d'électrons et de neutrons, mais il y a une charge neutre en général, il est déchargé qu'on appelle. Dans un circuit, si je le branchais, une pile, c'est un élément qui a une borne positive puis une borne négative. Dans un schéma, c'est représenté par une longue barre, la borne positive, puis la petite borne représente la borne négative. Quand je vais brancher un condensateur avec une pile, les électrons qui se trouvent sur une plaque vont être attirés par la borne positive de la pile. Les électrons ne vont pas vouloir passer par l'autre chemin, c'est-à-dire d'une armature à une autre armature, car entre les armatures, entre les plaques, il y a un isolant. Alors c'est pour ça que les électrons vont être attirés par la bande positive et elles vont suivre le chemin du fil métallique qui est un conducteur, donc qui est vraiment capable de laisser les électrons bouger de façon libre. Et là, j'ai dessiné une petite animation pour vous. Dans cette animation, on peut voir qu'il y a un électron qui part de la plaque du haut et qui va être attiré par la bande positive. Et là, il continue son chemin et se rend jusqu'à l'autre plaque de cette manière. Et maintenant, la plaque du bas a acquis une charge négative. Elle a acquis un électron. Alors que la plaque du dessus a perdu un électron, donc elle a maintenant une charge positive. C'est comme ça qu'on va charger le condensateur un à un jusqu'à ce que le condensateur y ait atteint sa charge Q, qui est définie par C fois delta V ici. Delta V, la différence de potentiel de la pile. Maintenant que je vous explique comment est-ce qu'on charge un condensateur à l'aide d'une pile, il faut que je vous emmène le concept de l'énergie. L'énergie emmagasinée dans un condensateur. À la base, notre condensateur avait une énergie initiale potentielle électrique nulle parce qu'il était déchargé. Il n'y avait pas d'énergie potentielle. Il est juste neutre. Mais à la fin, on peut voir qu'il va avoir une certaine énergie potentielle emmagasinée s'il a acquis des charges et tout. Alors, d'où vient cette énergie? À quoi est-ce qu'elle est égale? Elle est égale au travail qu'il a fallu fournir pour la charger. Donc, le travail effectué par la pile. Alors, le travail, c'est égal à l'intégrale des travails infinitésimaux qui, eux, sont égales à l'intégrale de l'énergie potentielle infinitésimale. Une énergie potentielle infinitésimale, c'est égal à dQ fois delta V. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par une intégrale? L'idée, c'est que le travail que ça prend pour emmener un électron à une autre plaque, au début, quand c'est neutre, c'est pas trop difficile. Ça va. On peut emmener l'électron à l'autre plaque qui est comme plus ou moins chargée, qui est neutre. L'électron est repoussé par rien. Mais après ça, quand j'emmène un deuxième électron, là, pour l'emmener jusque-là, ça demande un plus gros travail car une des plaques sera un peu plus négative maintenant. Et là, au fur et à mesure de ce travail, au fur et à mesure qu'on charge le condensateur, ça devient de plus en plus difficile d'emmener les électrons d'une plaque à une autre parce que la plaque devient de plus en plus chargée négativement et l'autre de plus en plus chargée positivement. Donc les électrons vont vouloir rester sur leur plaque, ils sont attirés par les protons et tout. Comme le travail varie avec la charge Q, c'est pour ça qu'on veut faire l'intégrale par rapport à la charge Q. C'est pour ça qu'on doit passer par une intégrale. Maintenant, si je veux continuer ma démarche, je peux prendre ma relation qui relie le delta V, Q et C. Alors delta V c'est égal à Q sur C. Et je retrouve une intégrale. Où est-ce qu'on va vouloir intégrer le travail quand la charge initiale est de 0 jusqu'à ce que la charge soit de Q, la charge d'une armature. Alors je pose mes nouvelles bornes. C, c'est une constante, alors on a juste une intégrale de Q, ça devient Q à la 2 sur 2. Je l'évalue aux bornes et je trouve une valeur finale de travail de
Q au carré sur 2C. Alors l'énergie potentielle électrique emmagasinée par le condensateur, c'est égal à Q au carré sur 2C. Dans nos problèmes, des fois, ça va être plus pratique d'avoir des formes différentes, alors je vais vous montrer des formes équivalentes. Si je reprends ma relation qui relie Q, C et delta V, je peux trouver deux relations différentes. La première, Q est égal à C fois delta V, je peux remplacer Q dans mon équation et je trouve une autre expression pour l'énergie de 1 demi C fois delta V au carré. Si plutôt je prends la forme C qui est égale à Q sur delta V, je remplace C dans ma formule et je trouve une autre équation pour U, je trouve 1 demi Q fois delta V. Alors les trois équations que j'ai encadrées, c'est toutes des formes équivalentes et dépendamment du problème que vous avez, dépendamment des inconnus que vous avez, vous allez vouloir utiliser l'une plus que l'autre, mais elles représentent toutes la même chose. Elles représentent toute l'énergie potentielle du condensateur quand il y a une charge Q et qu'il y a une différence de potentiel delta V et qu'il y a une capacité C. On pourrait s'arrêter là pour la section, mais nous, dans la vie, on aime ça les condensateurs. On aime ça quand les condensateurs sont ultra puissants. J'ai pu le voir chez certains étudiants. Il y a des étudiants qui adorent quand tout fonctionne ultra bien. Ils veulent tout le temps pousser les limites. Alors, si on voulait pousser la limite d'un condensateur, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'augmenter sa capacité. Disons qu'on a un matériau et tout, comment est-ce qu'on pourrait augmenter sa capacité? Bien, la solution à ce problème, c'est de rajouter un diélectrique entre les plaques. Alors C, sa nouvelle capacité, ça serait égal à kappa fois sa capacité vide quand entre les condensateurs, il y avait juste de l'air ou du vide. Kappa, c'est une lettre grecque. C'est utilisé pour définir la constante diélectrique. Dans le fond, la constante diélectrique, dépendamment du matériau, elle a une valeur différente. Alors, je vous ai mis un petit tableau. Par exemple, pour le vide, ça vaut 1. Alors, dans ma formule que je viens juste d'écrire, je pourrais voir que C vide est égal à 1 fois C vide. Ça fonctionne. Pour de l'air, c'est égal à 1.0006. Alors, c'est très similaire au vide. C'est pour ça que j'ai toujours vide ou air. Mais pour le téflon ou pour le papier, on peut voir que juste en mettant ça entre les armatures, on pourrait doubler la capacité pour le téflon et même tripler sa capacité. Tripler fois 0.15. Tripler et demi. Je sais pas si ça se dit là, mais bon. La capacité du condensateur quand on rajoute du papier entre le condensateur. Alors, d'où vient cette formule? Maintenant, je vais vous faire juste la petite démonstration de la formule C qui est égale à kappa fois C vide. Alors, qu'est-ce que c'est un diélectrique? Je vous ai juste balancé ce vocabulaire sans vous dire qu'est-ce que c'était. Ben, en fait, c'est un isolant. C'est un matériau isolant qui est capable d'empêcher la circulation des électrons. Mais, donc ça, c'est comme la définition d'un isolant. Mais ce qu'elle a de plus, c'est que ça peut aussi développer un champ électrique. Comment est-ce qu'on peut se l'imaginer? C'est, disons que j'ai mon petit rectangle bleu, pâle ici. Ça, c'est mon diélectrique. À l'intérieur, il est composé de ce qu'on appelle des molécules polaires. Une molécule polaire, c'est une molécule qui... L'eau, c'est une molécule polaire, H2O. Elle a une certaine polarité, dans le sens que, de par sa géométrie, il y a un endroit où est-ce qu'il va être un peu plus chargé négativement, puis un autre endroit où est-ce qu'il va être un peu plus chargé positivement. Et ces molécules-là sont capables de se réorienter. Alors disons que j'avais deux plaques où est-ce qu'il y avait un champ électrique qui régnait déjà. Un champ où est-ce que c'est du vide ou de l'air. Si je venais puis que je mettais mon diélectrique avec les molécules qui sont orientées de toutes les manières possibles, ben comme on les met dans un champ électrique, les molécules polaires vont vouloir se réorienter. La partie négative va être attirée vers la plaque positive et les parties positives vont être attirées vers les plaques négatives et là toutes les petites molécules polaires se réorientent. On peut considérer que chaque petite molécule génère son propre mini-champ qui va des particules positives vers les particules négatives dans la molécule. Et donc ainsi, si j'additionne tous les petits champs générés par les molécules du diélectrique, alors le champ résultant entre les plaques, il va être plus petit. Qu'est-ce qui vaut ce champ-là? Ben E, le champ entre les plaques, va être égal à le champ quand c'est vide, divisé par la constante diélectrique kappa. Comment je l'ai schématisé, c'est que j'ai mis moins de lignes de champ. Parce qu'on sait, dans un schéma, moins il y a de lignes de champ, moins le champ électrique est fort. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut diminuer le champ électrique entre les plaques. Pourquoi est-ce que quand on diminue le champ électrique entre les plaques, la capacité augmente? Ben alors, voici la preuve. Je reprends ma relation C qui est égale à Q sur delta V. Delta V entre des plaques, c'est égal au champ fois la distance D. Et là, je viens de trouver que mon nouveau champ, c'est égal à E vide sur kappa. Mon kappa remonte
au numérateur. Et le terme que je retrouve à droite, ça c'est la capacité quand c'est du vide entre les plaques. Alors, au final, j'ai que mon C est égal à kappa fois C vide. Et voilà, fin de la démonstration. Je me suis full amusée à faire mes petits dessins. J'espère que vous les trouvez beaux. Et mon animation aussi sur comment est-ce qu'on chargeait un condensateur. J'ai fait ça sur Procreate. Ouais. C'est la fin de la vidéo. Alors, fin du chapitre 2. Bien joué tout le monde. On a fini chapitre 1 et chapitre 2. Et on va bientôt commencer le chapitre 3. On se voit bientôt.